Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un thème nouveau relatif au contrôle fiscal. Et plus précisément les amis, j'ai envie de vous parler des différentes méthodes de reconstitution préconisées par le fisc à la suite d'un contrôle fiscal. Donc, mes amis, vous savez, au cours d'une vérification de comptabilité, et seulement au cours d'une vérification de comptabilité, les vérificateurs ont le droit d'analyser votre comptabilité en profondeur. C'est-à-dire, ils vont faire une analyse critique des comptes depuis, si vous voulez, plusieurs années. Ils vont suivre les comptes de bilan, ils vont analyser les comptes de gestion, ils vont faire les comparaisons nécessaires, etc. Et bien entendu, je vous le précise, bien entendu mes amis, parce que au cours par exemple d'un contrôle sur pièce ou d'un contrôle ponctuel, les vérificateurs n'ont pas le droit justement d'analyser d'une manière critique vos comptes. Ils peuvent seulement s'intéresser à certaines opérations en vue de les régulariser, telles que les achats, les ventes, les charges, les produits, etc. Donc, lorsque vous faites l'objet d'une vérification de comptabilité, donc mes amis, votre comptabilité pratiquement est mise au crible, n'est-ce pas? Donc, elle est minutieusement contrôlée, vérifiée par les vérificateurs, lesquels, à la suite des opérations de contrôle, vont porter un jugement sur votre comptabilité. Lorsque le chemin de révision comptable, un concept très important qu'il faut retenir, est respecté, c'est-à-dire que vous pouvez remonter des écritures comptables, des états financiers aux pièces comptables ou vice-versa, là, généralement, la comptabilité est prise en compte, donc elle n'est pas écartée, elle n'est pas rejetée, et là, les vérificateurs ne peuvent procéder que par la méthode contradictoire, c'est-à-dire rectifier une à une les erreurs, les omissions que vous aurez commises dans votre comptabilité. Bien entendu, il n'y a pas de comptabilité parfaite. Toute comptabilité est sujette, bien entendu, à des omissions, à des erreurs, à quelques irrégularités. Mais là, rien de méchant, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'assez souvent, les vérificateurs, nous avons indiqué, procéderont par la méthode contradictoire, vont tout juste replacer les éléments tels qu'ils auraient dû être déclarés, comptabilisés, enregistrés par vos soins. Donc, exemple, je vous donne l'exemple d'une facture d'achat qui a été omise, qui n'a pas été comptabilisée ni à l'achat ni à la vente d'ailleurs. Donc, que feront les vérificateurs? Ils vont, si vous voulez reconstituer vos consommations, ils vont appliquer le taux de marge que vous appliquez assez souvent, généralement, qu'ils vont puiser de votre comptabilité. Ils vont reconstituer un chiffre d'affaires sur la base de la facture omise. Donc, vous avez d'une part un chiffre d'affaires en plus, mais ils vont tenir compte de la consommation, c'est-à-dire ils vont vous la déduire en extra comptable, ils vont vous rappeler la TVA, ce qui est normal parce que vous ne l'avez pas déclaré, ils vont vous rappeler également une TAP au taux correspondant selon la nature de votre activité, mais cette TAP elle-même est déduite. C'est ce qu'on appelle communément dans le contrôle fiscal la déduction en cascade. Donc, mes amis, là, pratiquement rien de méchant, d'accord? Donc, assez souvent, ce sont des redressements, ce sont des régularisations qui sont à la limite supportables. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'erreurs graves et répétées de la part de l'entreprise, d'accord? Donc, assez souvent, lorsque le volume des erreurs et leur gravité, justement, le justifie, assez souvent, les vérificateurs peuvent carrément être amené à écarter votre comptabilité pour lui substituer une autre méthode que l'on appelle la méthode de reconstitution d'office ou rectification d'office. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis, cette méthode? Rectification d'office, c'est-à-dire c'est une rectification unilatérale. Donc, mes amis, c'est une décision parfois assez lourde de conséquences. Pourquoi? Parce que pratiquement tout ce que vous avez fait comme travail comptable, toutes vos déclarations, tous les chiffres
chiffres peuvent être écartés, surtout lorsque cela se passe par exemple pour les 4 exercices vérifiés. Cela, bien entendu, peut être grave et se terminer généralement par des régularisations, par des rappels de droit assez importants. Donc, je continue. Qu'est-ce que cela veut dire rectification d'office? On écarte votre comptabilité, on la met de côté, même si parfois on en aura besoin, c'est-à-dire les vérificateurs auront besoin pour puiser quelques éléments, mais des éléments juste de la forme. Ils vont comparer probablement vos prix d'achat et vos prix de vente, ils vont comparer, ils vont essayer de sonder le niveau de vos stocks, etc. Bien entendu, on ne peut pas carrément la mettre de côté sans puiser un élément quelconque qui va servir pour la reconstitution. Donc, comment cela se passe justement cette méthode de reconstitution d'office, mes amis? Eh bien, les vérificateurs vont prendre en compte une méthode qui leur sied, qui est généralement la plus profitable pour le fisc et la plus proche de la réalité, celle qui va en quelque sorte rapporter un niveau optimum de redressement fiscal, tout en ne lésant pas le contribuable. En principe, les vérificateurs doivent veiller également à la survie de l'entreprise, à sa continuité d'exploitation, n'est-ce pas, mes amis? Il vaut mieux une entreprise qui continuera à honorer des dettes fiscales plutôt qu'une entreprise qui va mettre la clé sous le paillasson, donc avec toutes les conséquences graves, voire dramatiques, qui peuvent découler d'un redressement fiscal très important, donc qui peut conduire parfois l'entreprise carrément à la fermeture, au licenciement des employés, etc. C'est pourquoi nous avons dit qu'il s'agit de conséquences dramatiques. Donc, mes amis, la reconstitution se fait selon l'une des méthodes suivantes que l'on connaît assez souvent. Soit vous avez la méthode du compte matière, c'est la méthode la plus connue, c'est-à-dire les vérificateurs vont travailler sur le niveau de vos consommations annuelles. Et vous savez, il y a une formule universelle que tout le monde connaît, selon laquelle les consommations d'un exercice sont égales au stock initial au début de la période, plus les achats de la période de l'année ici, bien entendu, desquels on va soustraire le stock final à la fin de la période, à la fin de l'exercice. C'est ce qui constitue les consommations. Eh bien, ces consommations, qu'est-ce qu'on va en faire, mes amis? On va les utiliser pour aboutir au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, donc, qui est le niveau des ventes que l'on devrait dégager au titre d'un exercice. Et comment ça se fait? On doit tout simplement multiplier par un taux de marge, d'accord? Un taux de marge, c'est-à-dire un taux de bénéfice brut. Ici, il s'agit de bénéfice brut puisqu'il s'agit de démarrer des consommations pour arriver au chiffre d'affaires. Donc, le choix justement de ce taux de marge brute, mes amis, est problématique. Parfois, les vérificateurs peuvent être amenés, en l'absence de données, à puiser, si vous voulez, des marges brutes de référence, mais qui sont relativement anciennes, donc que vous ne pouvez pas, en quelque sorte, utiliser, prendre une marge de référence qui date de 20 années, mes amis, ce n'est pas toujours évident, d'accord? Donc, assez souvent, ce qui se passe, les vérificateurs vont puiser des données de votre comptabilité, s'il existe une comptabilité, bien entendu, si vous avez au moins des factures d'achat, des factures de vente, qu'ils vont pouvoir, en quelque sorte, confronter, comparer entre elles pour dégager un taux de marge brute. Donc, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué est une base d'imposition, mes amis, d'accord? Une base d'imposition, c'est-à-dire c'est un chiffre, un montant qui va servir pour le rappel des droits et des taxes, d'accord? Donc, ce chiffre d'affaires-là, il va servir bien entendu pour vous rappeler la TVA correspondante, la TAP correspondante essentiellement. Donc, s'il y a probablement d'autres taxes sur les chiffres d'affaires, ils vont vous les rappeler. Bien entendu, de ces montants de droits rappelés, ils vont déduire ce que vous avez déjà honoré, n'est-ce pas, comme impôts, droits et taxes sur ces mêmes chiffres d'affaires. Et la différence, bien entendu, ça sera ce montant-là qui constituera le rappel de droits ou, si vous voulez, les droits réclamés, les impôts et taxes réclamés, auxquels on va rajouter, bien entendu, ce qu'on appelle
les pénalités, les majorations qui sont bien entendu déterminées en fonction de la gravité, en fonction de l'importance du montant des droits rappelés. Donc jusqu'à 50 000 dinars, vous avez 10%, entre 50 000 et 200 000, vous avez 15%, et au-delà de 200 000 dinars de droits rappelés, vous avez assez souvent 25%. Donc voilà mes amis, ce qui se passe une fois déterminé ce chiffre d'affaires qui est la première base, on va maintenant revenir à la détermination du bénéfice net, d'accord? Donc on applique justement à ce chiffre d'affaires reconstitué un taux de bénéfice net qu'on appelle également un taux de marge nette pour aboutir à, bien entendu, au bénéfice net qui aurait dû être déclaré entre guillemets par le contribuable, bien entendu, mais suite au manquement grave et répété, le bénéfice qu'il a lui-même déclaré, et bien entendu va être tout simplement écarté pour lui substituer ce bénéfice net qui est déterminé en fonction justement du chiffre d'affaires que l'on multiplie par un taux, nous avons dit, de bénéfice net, et ce sera ce bénéfice net là qui sera utilisé pour justement calculer le montant de l'impôt à calculer sur le résultat. Donc si nous sommes entreprise publique, plutôt excusez-moi, si nous sommes entreprise individuelle, ça va être l'IRG, mais si nous sommes entreprise sociétaire type SPA, SARL ou alors EURL, ça va être bien entendu l'IBS, et dans les mêmes conditions, nous allons déterminer bien sûr quel est le montant des droits auquel nous allons ajouter, bien entendu, le montant des pénalités calculées selon le process que nous venons de citer. Et si vous êtes société, bien entendu, il y aura ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers qui vont s'en suivre si le rehaussement, en quelque sorte, issu de la base imposable, c'est-à-dire lorsqu'on rehausse le bénéfice, on va vous rappeler probablement ce qu'on appelle l'IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui est à la charge en réalité des associés et non pas de la société elle-même, qui ne fait que prélever à la source et bien entendu reverser au trésor public. Donc voilà grosso modo les deux, mais plutôt la méthode essentielle, donc la méthode du compte matière. D'autre part, il y a également la méthode du compte financier que l'on va utiliser pour démarrer des encaissements caisses et banques, et bien entendu pour arriver au chiffre d'affaires qui aurait dû être déclaré, qu'on entend également par chiffre d'affaires facturé. Bien entendu, on ajuste le passage justement des encaissements au chiffre d'affaires qui aurait dû être déclaré par, d'une part, les avances reçues des clients et bien entendu les créances clients qu'il y a au début de l'année, et enfin à la fin de l'année on va comparer bien entendu le chiffre d'affaires qui aurait été reconstitué par rapport au chiffre d'affaires qui a été bien entendu déclarer. S'il y a des écarts, il y a des rappels en conséquence. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Donc, grosso modo, d'après ma petite expérience, assez souvent, les redressements selon la méthode de rectification d'office sont assez souvent beaucoup plus lourdes de conséquences, d'accord mes amis? Mais heureusement que là c'est pratiquement marginal comme méthode de reconstitution depuis que la loi fiscale s'est ajustée justement pour éviter de recourir d'une manière abusive, si vous voulez, à ces méthodes de reconstitution d'office. Et donc voilà, le meilleur moyen d'éviter, si vous voulez, ces rejets de comptabilité, en quelque sorte ces méthodes de reconstitution exceptionnelles, c'est de tenir votre comptabilité d'une manière j'allais dire légale, d'une manière impeccable, d'une manière transparente, de telle sorte que même si vous avez des redressements, ça va être des redressements relativement mineurs qui n'impacteront pas d'une manière significative la survie de l'entreprise, sa continuité d'exploitation et sa cohésion d'une manière générale. Donc voilà mes amis, j'espère que cette modeste vidéo sur le contrôle fiscal
vous aura plu et j'espère revenir bientôt autour de nouvelles questions, bien entendu, liées à ce contrôle fiscal et à la fiscalité, à la gestion fiscale d'une manière générale. D'ici là, portez-vous bien, mes amis, et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.